Voilà, donc on démarre pour cet événement, ce rendez-vous du Sort Optimiste à Toulouse au sujet des femmes et du numérique avec le thème que j'aime beaucoup, s'appelle « Cassons les codes ». Moi, je suis ravie encore une fois cette année de vous accompagner sur ces sujets femmes et numérique. Alors, on ne va pas chipoter sur le chiffre. Moi, j'en ai trouvé un cette semaine dans un article du Monde qui disait que seulement 17% des métiers du numérique étaient occupés par le sexe féminin, par des femmes. Alors, ça varie selon les années, selon visiblement, on va dire, les professions. Florence va nous expliquer tout ça et on va essayer de comprendre cet après-midi, ce qui est un frein, pourquoi ça ne progresse pas et les solutions. Et vous verrez tout au long de cette table ronde qui va s'ouvrir tout à l'heure, il y a des témoignages de parcours professionnels, je dirais étonnants et disruptifs, en tous les cas, qui sont extrêmement inspirants. Et je m'adresse là aux jeunes filles qui sont ici pour la suite de vos métiers. Mais nous, ça nous permettra aussi de comprendre et peut-être de faire passer les messages et les bons messages. Nicole, merci de nous accueillir encore cette année. Avec aussi, on va avec le mot de bienvenue rappeler qu'on va remettre également un prix cet après-midi. Tout à fait. Bien, écoutez, je suis très heureuse d'être devant vous toutes. Alors, bien sûr, tous ces visages que je vois en visio et puis celles qui sont présentes ici, c'est mieux que l'année dernière, puisque l'année dernière, on était toutes en visio, hein, le confinement oblige. Donc, c'est quand même mieux. On a franchi un pas et on peut se voir mieux puisqu'on est en présentiel. Mais c'est très, très bien aussi pour les autres de venir nous rejoindre. Alors, je crois que nous allons démarrer par un petit film sur le Sort Optimiste international. Donc, je vais demander à ces étudiantes de TBS de le passer. Imaginez une femme, une avocate par exemple, qui travaille avec une autre femme, une biologiste par exemple. Elle travaille avec de nombreuses autres femmes de professions différentes. C'est ça, le Sort Optimiste. Des femmes qui ensemble mettent en œuvre de vrais projets pour développer le potentiel des femmes. Des femmes qui parlent au nom des femmes, auprès des organisations européennes et internationales. Des femmes qui offrent des opportunités à ceux qui en ont besoin. Le Sort Optimiste est présent partout dans le monde. Ne serait-ce qu'au sein de la Fédération européenne, nous avons 1250 clubs, 34 000 membres et plus de 4 000 projets. Ensemble, nous améliorons la vie des femmes. Le Sort Optimiste international d'Europe. Voulez-vous en savoir plus? Rendez-vous sur sortoptimisteurope.org. Très bien, merci. Ben, écoutez, on a choisi ce petit film. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complets que celui-ci. Alors certes, il vous parle de l'Europe. Je vais quand même ajouter un petit mot pour le monde. Donc, le Sort Optimiste international, c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui a sa voix au niveau des grandes instances internationales comme le Conseil de l'Europe et comme l'ONU. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a 70 000 membres dans le monde, dans plus de 120 pays. La devise, on va dire, générale, c'est une voix universelle pour les femmes. Alors maintenant, vous avez vu l'Europe, revenons à la France. Donc en France, nous avons 106 clubs, il y a plus de 2000 membres et en 2021, il y a eu plus de 700 actions qui ont été faites par ces membres. Alors, ce sont des clubs donc, qui ont des membres qui sont toutes bénévoles, qui sont toutes des femmes qui ont été engagées dans la vie professionnelle ou sociale, ou qui le sont encore actuellement, et qui œuvrent pour améliorer les conditions de la femme, des filles, et pour aussi veiller à ce qu'il y ait une égalité homme-femme. Alors, nous œuvrons dans 5 thèmes prioritaires qui sont, comme vous l'avez vu, c'est la même chose pour l'Europe, bien sûr, qui sont la santé, qui sont l'éducation, qui sont la lutte contre la violence faite aux femmes, qui sont l'environnement et qui sont l'autonomie et le leadership des femmes. Et cet après-midi, c'est pour ce dernier thème que nous sommes réunis,
puisque notre souhait, c'est de mettre en avant des femmes qui ont réussi, qui ont un parcours professionnel dans un secteur que nous avons choisi cette année, qui est le numérique. L'année dernière, c'était le développement durable. L'année prochaine, il y aura un autre thème. Nous avons déjà des idées, je vous l'annonce déjà, mais je ne vous dis pas lequel. Donc, nous sommes là pour mettre en avant ces jeunes femmes qui vont vous parler, qui vont faire des interventions, et également, comme vous l'a dit Christine Bouillot, pour récompenser les candidates qui ont candidaté à notre prix. Il y aura donc le vote, ça sera le vote du public, de vous toutes, de vous tous, hein, puisqu'il y a quelques hommes parmi nous. Donc, il faudra désigner celle qui vous paraît la meilleure et qui gagnera ce prix. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je ne vais pas emboliser la parole. On va passer, merci Nicole, le micro à Florence. Alors, nous, on vous connaît, peut-être que c'est important de rappeler le parcours, la fonction. Florence Cédès, on va dire numéro 2 de l'université. On peut dire ça comme ça, si? Ex aequo avec beaucoup d'autres. Ah, ouais, voilà. En toute modestie, féminine. Ce thème du numérique, c'est un peu le vôtre. Voilà, donc je suis professeure des universités dans une discipline où il y a effectivement très peu de femmes représentées, qui est l'informatique, très peu de femmes représentées à la fois au niveau des étudiantes. Alors j'ai réussi à inviter aujourd'hui quelques-unes de mes victimes qui m'ont fait le plaisir d'être présentes et ça me touche beaucoup. Très peu de femmes au niveau de la profession dans les différents grades et à ce niveau de professeur d'université, on est très peu nombreuses et on a quelques cadavres dans le placard. Il a fallu qu'on tue quelques hommes pour y parvenir. Donc, j'ai dû tomber très tôt dans ce bain du numérique, effectivement. Et je me suis rendu compte il y a quelques années qu'il y avait ce déficit de motivation chez les jeunes filles, chez les femmes, etc. Donc, le constat est actuellement posé. Donc, vous écouterez Peggy Vicomte, qui est la déléguée de la Fondation Femmes en Numérique, qui est une fondation qui va investir grâce aux grands comptes informatiques dans diverses actions pour arriver à rééquilibrer cette proportion de femmes dans les métiers du numérique et dans les études. Mais on reste quand même très circonspect et très circonspecte dans ces circonstances, puisque vous avez récemment vu les conséquences de la réforme du baccalauréat sur les vocations féminines dans les matières scientifiques en général. Et pourtant, une spécialité informatique a été créée il y a peu et qui, malheureusement, ne trouve pas son public féminin. Voilà. Donc, je me trimballe toujours avec ma BD qui s'appelle « Les décodeuses du numérique » pour montrer, pour visualiser le fait qu'effectivement, on peut être femme et informaticienne. Il y a de très belles carrières qui se dessinent. Il y a des domaines très intéressants comme la cybersécurité, l'intelligence artificielle, où on croise des compétences avec des domaines différents, des gens de sciences humaines, de sciences sociales, etc. Donc, ce n'est pas que la science hermétique et aride comme on peut l'imaginer. Voilà. Donc, je voulais effectivement remercier la présence de nos invités, votre présence à toutes, l'invitation du SOROP, l'action de nos jeunes étudiantes de TBS et l'accueil de TBS. Et je pense que cette soirée aura des prolongements. Nous sommes contraintes par le temps, mais je ne doute pas que nous ayons la possibilité encore d'agir au niveau local, national et plus. Merci beaucoup, Florence. Alors, on va justement maintenant passer à la suite des présentations. Florence le disait, donc on est avec nos étudiantes de TBS ici qui ont aidé à la préparation de cette soirée. Elles vont se présenter déjà, toutes ensemble. Et avec elles, on va aussi découvrir dans un instant la liste des nominés au prix du jury. On va vous expliquer comment on vote dans un instant. Allez, je commence avec toi, Iris. Vas-y, je te laisse te présenter. Donc, tout d'abord, bonjour et merci d'assister à cet événement, que ce soit ici à TBS ou sur Zoom. Donc, nous allons commencer par nous présenter très brièvement. Je m'appelle Iris Lefebvre, j'ai 20 ans et je suis originaire du Pas-de-Calais. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valentine, donc je suis en L3 comme les filles à TBS depuis septembre. Je viens de Lille et j'ai 20 ans. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Justine, donc je viens de Nantes et je suis aussi en L3.
Oui, bonjour, je m'appelle Valentine Arbé, j'ai 20 ans et je viens de Belfort. Bonjour, moi c'est Lison, j'ai 20 ans et je viens de Rouen. Voilà, donc merci à toutes les 5, mais en tous les cas, donc l'organisation, c'est grâce à vous. Bravo à toutes les 5 pour ça. Mais maintenant, on va découvrir avec vous la liste des 7 nominés pour le prix du Sœur Optimiste à Toulouse ici, et on va découvrir les différentes candidates. Donc, je ne sais pas qui commence. Donc, nous allons commencer par vous montrer les vidéos des candidates après une très courte... On va rajouter quelque chose. Les vidéos que vous allez voir, les nominés, c'est nous, ici à TBS, vous également derrière vos ordinateurs, qui êtes amenés à voter. On va vous expliquer dans un instant la procédure, elle est assez simple. Mais donc, regardez bien, prenez des notes sur les différentes nominées, parce que c'est à partir de ces 7 candidatures que l'on va décerner un prix tout à l'heure. Donc, soyez attentifs et attentives. Et si jamais il y a des soucis de son, mais je ne pense pas, on va vous présenter donc les 7 nominés, et dans un instant et à la fin, on vous montrera comment vous pouvez donner votre voix. Vous verrez, c'est assez simple. Donc, nous allons commencer par la première nominée, qui est Isabelle Gindre, avec son entreprise Le Temps d'un voyage, qui permet aux personnes âgées et handicapées de s'évader le temps d'un voyage grâce à un casque de réalité virtuelle qui diffuse un film immersif. Nous allons maintenant vous montrer sa petite vidéo. Bonjour, je m'appelle Isabelle Gindre et je vais vous présenter ma société Le Temps d'un voyage. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis une femme, je travaille dans les nouvelles technologies, à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et ma société est basée dans le Gers. Je sais, voilà bien des mots qui... Bonjour, je m'appelle Isabelle Gindre et je vais vous présenter ma société Le Temps d'un voyage. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis une femme, je travaille dans les nouvelles technologies, à destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, et ma société est basée dans le Gers. Je sais, voilà bien des mots qui ne vont pas ensemble. Et pourtant, Le Temps d'un voyage est né au cœur même d'un EHPAD afin de réduire les troubles du comportement dont certains résidents peuvent souffrir. Comment nous le faisons? Par le biais de l'ouïe, l'odorat et la vue. Nous amenons les voyageurs dans des univers inédits où les pathologies et les handicaps laissent place aux rêves et aux envies de chacun. Alors bien sûr, après 1 an et demi de tests, j'ai eu la grande idée de créer notre société le 1er février 2020, soit 1 mois avant la pandémie. Et là, j'ai dû me réadapter. Nous avons donc proposé un dispositif totalement autonome que nous mettons à disposition des équipes. Tout cela en miniaturisant notre valise. Ce dispositif, SVR, est composé d'un casque de réalité virtuelle totalement autonome associé à un pack sensoriel. Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit. Nous créons des films immersifs que nous mettons dans les casques de réalité virtuelle, mais un voyage sans odeur n'est pas un vrai voyage. Donc, le casque de réalité virtuelle est associé à un dispositif olfactif qui permet une immersion plus complète à travers tous les sens. Nos différents univers ont permis d'apporter du bien-être à plus de 3000 voyageurs et nous n'en sommes qu'au début. Des études de psychologie sont actuellement en cours pour renforcer la conviction que cette nouvelle technologie peut faire des miracles auprès des personnes qui souffrent de démence de type Alzheimer. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le voyage et pour la réalisation des films, mais surtout d'apporter du bonheur à ceux qui en ont le plus besoin. Le mot de la fin, je vais la laisser à ceux qui en parlent le mieux. Merci. C'est très beau. Oui. Oui. C'est magnifique. On ne va pas chez nous. Le voyage, ça fait rêver et d'être rêvé. Bon, j'ai pas peur. Comment ça va? C'est chouette. C'est chouette? On voit des vignes, elles sont jolies. Ça vous a plu? Oui. Vous êtes presque monté dans un avion. Impressionnant. Impressionnant comme c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh là là. Monsieur, comment ça va? Oui, c'est émotionnel. Oui, ça m'a émotionné parce qu'elle passe devant comme si on était vraiment devant l'écran. Je vous remercie.
C'est émotionnel, oui. Moi, Et vous êtes évadée un peu? Oui, elles sont très belles. Oh là là. Ça m'a émotionnée, oui. Comme si elles passaient devant vous, vous savez. C'est vraiment joli. Je vous remercie infiniment. C'est gentil. Allez, voilà. Ouf, j'ai regardé un bon souvenir. Ça va? Oui, oui, C'est merci. Oui. Nos secondes candidates sont donc Clémence Coursimo et Clémentine Guyon avec leur application Caramel. Avec Clémentine, nous nous sommes rencontrés il y a 1 an et demi via un ami en commun qui connaissait notre passion pour l'éducation. Dès notre première rencontre avec Clémence, nous avons tout de suite parlé du développement de l'enfant et particulièrement à quel point il est important de découvrir le maximum d'activités extrascolaires pendant l'enfance. Nous avons aussi observé, juste après notre rencontre, que de nombreux parents autour de nous avaient beaucoup de difficultés à trouver des activités enrichissantes et fun avec leurs enfants pour le week-end, et nous avons décidé de les aider en créant Caramel. Caramel, c'est une application mobile qui aide justement les parents à découvrir et à réserver des activités pour leurs enfants. Grâce à l'application et à de nombreux filtres, le parent peut trouver l'activité la plus adaptée pour son ou ses enfants. Les activités extrascolaires sont essentielles dans le développement de l'enfant et ce depuis le plus jeune âge, notamment entre 0 et 3 ans, où la pratique d'activités telles éveil musical leur permet d'éveiller leur sens et d'apprendre notamment la musique. Par la suite, pendant l'enfance et pendant l'adolescence, la découverte de nouvelles activités, notamment créatives, est extrêmement importante pour les adultes qu'ils vont devenir. 3 mois après notre rencontre, on a lancé une première version de l'application, ce qui nous a permis de lever 500 000 € auprès de fonds d'investissement et de business angels. Et avec cette somme, on a pu recruter et former notre super équipe qui est composée aujourd'hui de 7 personnes. Notre force aujourd'hui est notre capacité d'itération rapide, car nous possédons à deux les compétences parfaites et complémentaires pour pouvoir avancer le plus rapidement possible et proposer la meilleure application pour les parents. Donc maintenant, on va passer à Magam Gayette et sa startup Sensei, qui permet aux entreprises d'analyser l'émotion donc tout au long du parcours avec les clients, afin de mieux les comprendre et de tisser une relation durable avec eux. Magam Gayette, entrepreneur depuis plus de 8 ans. J'ai 14 ans d'expérience dans le monde du numérique. Je suis informaticienne de formation et j'ai fait le choix de travailler dans les métiers du marketing et de la vente pour accompagner la technologie. Aujourd'hui, je lance ma startup Sensei en association avec Incubator à Toulouse pour le marché français. Sensei est une solution d'analyse de l'émotion le long du parcours client. L'idée, elle vient tout simplement de la capacité de tout un chacun à tisser un lien émotionnel et une relation émotionnelle. Et aujourd'hui, nous offrons aux marques l'opportunité de capter l'émotion des clients à chaque point de contact ou d'échange avec eux pour pouvoir aligner le message, mieux les comprendre et surtout convertir ce potentiel émotionnel en une relation durable. Aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur dans le numérique, j'estime que j'ai à ramener une certaine responsabilité, une certaine maturité à l'utilisation de la technologie. Aussi, je suis extrêmement challengée par les métiers de la vente et par la vente pérenne. Et pour avoir travaillé pendant des années sur des relations de partenariat d'humain à humain, je ne conçois pas qu'on fasse du business sans qu'on orchestre ou qu'on fasse appel à notre nature humaine. La prochaine candidate est Laura Strzezelski et son entreprise La Collab, dont le but est d'accompagner les entrepreneurs indépendants dans la création de collectifs de freelance.
Bonjour, je suis Laura Streleski, cofondatrice de la Collab Society, entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a vu le jour en mars 2021. Avez-vous déjà remarqué à quel point la transformation du monde du travail s'est accélérée depuis les 5 dernières années ? Vous avez peut-être déjà constaté la course à l'agilité, l'expertise et la flexibilité nécessaires pour s'adapter à un monde qui va très vite. 66% des entreprises déclarent une pénurie de talents dans les métiers de la tech et 76% d'entre elles font désormais appel à des indépendants pour ces expertises. D'autre part, vous avez peut-être autour de vous, dans vos amis, votre famille, vos collègues, des gens qui ont franchi le cap de l'indépendance ou qui en rêvent. En 2019, en France, nous avions 930 000 freelances qui étaient à leur compte, en croissance de 145% en 10 ans. À la croisée de ces deux constats, s'est créé un modèle inédit en phase avec notre époque, celui du collectif de freelance. Avec Célia, mon associée, et moi-même, nous avons décidé de porter plus loin ce projet. Il a déjà fédéré plus de 80 freelance membres et également intéressé spontanément plus de 600 indépendants en France. Plus de 170 clients nous ont déjà fait confiance. Ce sont des startups, des TPE, des PME, mais aussi aujourd'hui des grands groupes comme Nutrition et Santé, Centracor, Continental, avec qui nous avons mené au total plus de 500 projets. Notre mission, c'est aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs indépendants à créer leur propre collectif partout en France et en Europe grâce à un modèle éprouvé depuis 2015. Nous avons rodé une méthodologie pour pénétrer de nouveaux marchés, travailler sur notre organisation, sur une gouvernance collaborative, des outils participatifs et pour mettre en ébullition l'intelligence collective. Grâce à un accompagnement personnalisé de 1 à 3 ans, nous créons ensemble un collectif vertueux au cœur de votre territoire. Sur la base de Toulouse, nous avons créé au sein de notre couveuse Barcelone, Nantes, Marseille et Paris. Notre champ d'action est engagé. Il repose sur 3 piliers. Ces collectifs locaux ont une promesse, la meilleure manière de collaborer avec des experts indépendants sur les métiers du marketing, de la communication et du digital pour bien mener vos projets. Et cela se propose autour de 3 offres, structurées et consolidées par la Collab Society. Alors, si vous aussi vous y croyez, soutenez-nous. C'est dans la boîte. Notre prochaine candidate s'appelle Maeva Pinto, elle est youtubeuse. Sa chaîne YouTube s'appelle Maeva PNT et elle y donne des conseils aux lycéennes et aux étudiantes, lycéennes et collégiennes, des conseils sur le bac et plus généralement sur leur orientation. Je m'appelle Maeva Pinto, j'ai 20 ans, je suis en 2e année à Sciences Po Paris et je vous soumets ma candidature pour le concours Ensemble changeons les codes parce que depuis avril 2016 je tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Maeva PNT et sur laquelle je partage des conseils un peu pour la préparation du bac, pour les études supérieures. Donc ça fait assez longtemps que j'ai cette chaîne et en se rendant sur celle-ci on peut voir que j'ai pas forcément énormément de vidéos parce que j'ai fait vraiment une énorme pause d'environ 2 ans pendant laquelle je m'étais vraiment concentrée sur mes études et je me suis rendu compte que c'était pas du tout la bonne chose à faire. C'est pourquoi je suis revenue très récemment sur YouTube en me confiant un petit peu sur le fait que je recommandais pas du tout de se plonger entièrement dans les cours et que je préconisais davantage d'avoir un projet à côté dans lequel on peut s'investir à fond parce que je pense que c'est beaucoup plus important de bâtir en fait un projet durable. Quelque chose à côté des cours, c'est une forme d'exutoire dans lequel on peut mettre toute notre créativité à côté de la rigidité un petit peu des cours et ça je l'avais complètement oublié dès que je suis rentrée donc en études sup et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas la chose à faire. Là je termine ma 2e année et je regrette entre guillemets d'avoir laissé passer tout ce temps et j'aimerais vraiment rattraper le temps perdu de tous ces moments où je me suis empêchée de filmer. C'est pour ça qu'avec la vidéo que j'ai postée récemment, j'aimerais vraiment continuer dans cette voie et ne pas délaisser à nouveau YouTube en montant plusieurs projets. Donc notamment j'aimerais commencer à faire des vlogs une semaine dans ma peau d'étudiante notamment parce que je trouve qu'il y a peu de vidéos sur ce sujet dans les études que je fais
Et je pense que ce sera intéressant pour montrer un petit peu aux lycéens comment ça se passe. Pareil, j'aimerais également faire des vidéos plutôt penchées sur l'orientation cette fois, en pourquoi pas interviewant des lycéens de toutes études confondues, que ce soit du droit, de la médecine ou même des filières professionnelles, sur comment ça se passe, quels conseils ils donneraient en fait aux lycéens qui préparent leur dossier Parcoursup ou juste qui se posent des questions sur leur avenir et sur ce qu'ils aimeraient faire. Et donc pour ça en fait, le concours Ensemble changeons les codes me permettrait vraiment d'investir matériellement en fait dans ces projets. D'abord parce que pour faire en fait ces wiki vlogs, j'aurais besoin d'une caméra, parce que la caméra que j'ai actuellement ne me permet pas du tout de mener à bien en fait ce projet. Un appareil photo qui est beaucoup trop compact pour que je puisse filmer avec au quotidien. Et de la même manière que pour faire en fait ces interviews, j'aurais besoin, et je pense que ça s'entend ici, d'un micro, parce qu'on me reproche souvent dans mes vidéos que la qualité sonore est pas forcément optimale. Et c'est vrai que quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens d'investir des centaines d'euros dans des micros, dans des caméras. Et c'est pour ça que ça m'aiderait vraiment à mener à bien ces projets. Et je pense que comme toutes les personnes qui participent à ce concours, donc voilà, je vous ai présenté mon activité, mes projets et pourquoi Ensemble changeons les codes m'aiderait à les mener à bien. Et donc je vous remercie pour cette initiative aussi, parce que c'est super important, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, de donner la parole aux femmes. Et donc merci pour cette initiative et j'espère que ma candidature va vous convaincre. Donc nous allons passer à Magali Siméon avec sa plateforme Lily Facilite la vie, qui a pour but d'aider les employés à faire face à leurs problèmes personnels grâce à des experts et à des vidéos. Bonjour, je suis Magali Siméon et il y a quelques années, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Avant, j'étais dirigeante dans des grands groupes français et je suis aussi maman de 3 enfants. Et j'ai voulu trouver quelque chose avec plus d'alignement et peut-être plus de sens dans ce que je faisais au quotidien. Et en fait, j'ai un talent, je l'ai toujours aujourd'hui, qui est quand quelqu'un a un problème, a une question, c'est la capacité à trouver quelqu'un qui a une réponse. Et de pouvoir constater à quel point ça donne du confort quand on est sûr de la réponse à un problème qu'on peut avoir. À partir de ça, j'ai décidé de créer Lily Facilite la vie, qui est très exactement cette solution-là. C'est une plateforme financée par les employeurs pour leurs salariés. Et quand les salariés ont un problème, ils viennent poser leurs questions. Et on les met en relation avec des experts, avec des vidéos, avec des podcasts qu'on a réalisés nous-mêmes et qui vont les aider à trouver les solutions à leurs questions. Comme à celle d'Emmanuel sur l'orientation scolaire de son fils, ou à celle de Paul sur une difficulté à l'école pour son fils, ou encore celle de Valentin où sa maman est tombée dans les escaliers, il faut trouver une solution d'hébergement. Tous les problèmes de nos membres sont des problèmes que nous traitons puisqu'il n'y a pas de mauvaises questions et c'est à nous de trouver la réponse. Pour faire ça aujourd'hui, nous sommes vraiment structurés autour de nos valeurs. Les 3 valeurs de Lily, c'est l'authenticité, la bienveillance et la fiabilité. Et je suis très fière de constater au quotidien que les 3 associés managent l'entreprise avec ces 3 valeurs, mais aussi que l'ensemble de l'équipe Lily réalise sa mission au quotidien dans le respect de ces 3 valeurs et avec tous nos clients. Et ça, c'est vraiment très excitant. Candidate s'appelle Anne-Sophie Jiménez, qui va nous présenter donc son entreprise WeDid, dont le but est de démocratiser donc l'accès aux formations par la pratique pour les entreprises et les étudiants, et ce grâce à la réalité virtuelle. Bonjour, je suis Anne-Sophie Jiménez. Je vais vous parler de ma société qui s'appelle WeDid et qui porte une ambition. Cette ambition, c'est de démocratiser l'accès aux formations par la pratique. Que ce soit pour les entreprises, les étudiants, les demandeurs d'emploi, nous avons tous le droit à une formation de qualité tout au long de notre vie. Je suis donc la présidente, Aurore est mon associée cofondatrice de Femmes dans le numérique, David notre lead développeur et Romuald qui est notre expert en sécurité informatique et bien sûr nos développeurs.
Ce qui nous rend unique, notre recherche et développement, nous sommes jeune entreprise innovante, nous proposons un nouveau mode pédagogique, un nouveau mode de production de compétences, un nouveau mode de distribution et un nouveau mode d'analyse des données. Tout cela pour des apprenants engagés. Parce que apprendre en 2022, c'est bien trop souvent encore plutôt passif avec un engagement faible et des moyens que nous connaissons tous, alors que nous voudrions apprendre au plus près du réel par la pratique, être plus autonome, que ce soit ludique, voire captivant et immersif. C'est ce que permet la réalité virtuelle, puisqu'elle répond à l'ensemble des exigences des apprenants qui sont « je veux me former quand je veux et où je veux et autant de fois que je veux. Je veux me former en pratiquant, je veux me former en m'amusant ». Nous avons conçu l'expérience pour que l'apprenant progresse à son rythme. C'est lui qui choisit. Et quand il a choisi, mais son casque de réalité virtuelle, il se retrouve dans un environnement totalement différent où il va pouvoir mettre en pratique ses compétences. À l'issue de cela, il va pouvoir revoir sa session d'entraînement et s'entendre, par exemple, prendre la parole en public. Il va prendre conscience de ses compétences grâce à notre approche de statistiques. Tout cela, nous le faisons pour aider nos clients à intégrer la réalité virtuelle et la data. À répondre à 3 questions, comment mettre à disposition des apprenants les simulations, comment récupérer et analyser les données et où trouver des simulations en réalité virtuelle vraiment pédagogiques. WeDid Immersive, c'est une solution simple et efficace, une plateforme ergonomique, une équipe d'experts, les contenus que vous choisissez. Ça ressemble à cela, mais bien sûr, j'aurai plaisir de vous faire une démo si vous le souhaitez. Donc ça ressemble à une interface Netflix, par exemple. C'est très facile à utiliser. C'est en plus accessible depuis tous les écrans. Et la data, elle nous sert à développer vos compétences. Nous observons vos comportements et nous sommes capables de vous coacher pendant l'expérience et à l'issue en vous donnant un feedback construit, par exemple vos tics de langage, si vous êtes sur une expérience de prise de parole en public, la portée de votre regard, vos déplacements. Nous utilisons un matériel simple et de haute qualité. À notre catalogue aujourd'hui, la prise de parole en public, réussir son entretien RH, réparer son vélo, des contenus arboriculture et viticulture. Nos références clients, elles sont nombreuses, mais je vais zoomer aujourd'hui sur le Virtual Reality Lab que nous avons fait pour Toulouse Business School du 15 au 26 novembre avec un score de recommandation des étudiants assez fou, 97% des étudiants, et des très bonnes notes aussi côté personnel administratif et enseignant. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Aurore ou moi. On aura le plaisir de vous faire une démo et de vous faire tester. Merci. Merci à toutes les candidates. Donc, nous allons maintenant passer au vote. Donc, pour cela, vous lâchez le QR code qui apparaît à l'écran. Donc, pour cela, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez donc l'application appareil photo. Vous pointez donc l'objectif sur le QR code. Et là, une notification donc, va apparaître sur votre écran et il suffit de cliquer dessus pour pouvoir voter. Pour les gens qui sont sur le Zoom, on va mettre un lien pour que vous puissiez directement voter sur celui-ci. Et si, en cas de problème, n'hésitez pas à nous faire signe. Pour les gens dans la salle, comme ça, on pourra vous donner donc, un papier pour voter. Également, les gens dans le Zoom, n'hésitez pas à laisser un message dans le chat. Donc, via le chat, pour les personnes qui sont à distance, si vous voulez et ne pas pu ouvrir le QR code. Dans la salle, c'est pareil. Alors, on a un petit peu de temps. On a une grosse quarantaine de minutes pour voter jusqu'à 17h50 pour arrêter la clôture des votes. Donc, s'il y en a qui sont coincés, il n'y a pas de souci, on va y revenir. Merci. Donc, de 1 à 7, vous avez tous les projets qui ont été présentés, toutes les candidatures. Merci, mesdemoiselles. On vous retrouve tout à l'heure. Pour le résultat, donc 17h50. Voilà, vous prenez le QR code et il y en a qui vont. On va démarrer notre table ronde parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à découvrir ensemble. Comment ont-elles fait? Comment ont-elles cassé les codes? Quelles sont les pistes dans cet univers où les femmes sont assez peu présentes? Je vais vous présenter nos intervenantes. En duplex avec nous, il y a donc ce que disait Florence tout à l'heure, Peggy Vicomte, qui doit être là, connectée avec nous. Elle est déléguée générale de la Fondation Femmes et Numérique. Peggy, est-ce que vous nous entendez? Je suis là. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Peggy également, va nous rejoindre ou est déjà peut-être connectée. On la remercie, c'est Virginie Dominguez. Bonsoir Virginie.
Je ne sais pas si elle est connectée encore. Elle est vice-présidente exécutive Digital Data et IT dans les laboratoires Servi. Elle va nous rejoindre. On va accueillir, elle vient d'arriver, on la remercie, Nadia Pelfig, vice-présidente du Conseil régional d'Occitanie en charge des affaires internationales et européennes, en charge également de la recherche et de l'enseignement supérieur. Va venir nous rejoindre également Fanny Kalinowski, architecte en cybersécurité. Venez nous rejoindre. Isabelle Maury également à côté de vous. Isabelle Maury qui a travaillé pendant 20 ans chez Microsoft aux États-Unis avec un parcours, je dirais, atypique. Elle va nous raconter. Également, nous rejoint Manel Pellegrini, data scientist chez Axon, ancienne élève de Florence. À ses côtés, Charlotte Millan, qui est étudiante à l'UT3 en informatique. Mesdames, installez-vous. On a mis des très beaux tabourets, donc allez-y. Moi, je vais rester debout. Et bien sûr, Florence nous accompagne également pour clôturer la table ronde tout à l'heure. On aura également le témoignage de Marie Philippot tout à l'heure, qui est chef de projet en e-formation. Là aussi, CV, comme on dit, pas très linéaire par rapport au sujet on va dire, du numérique. Et Mélanie Lily, qui est responsable digitale de Lily Facilite la Vie, qui va nous raconter justement elle aussi comment elle s'est mise, elle est rentrée dans ces métiers du digital. Alors, je pense que pour le vote, mesdemoiselles les étudiantes, une de vous, est-ce que vous pouvez remettre l'image parce que je voudrais qu'on puisse retrouver Peggy Vicomte qui est avec nous, je vous le disais, déléguée générale de l'association Femmes et Numérique. Peggy qui est là. Je suis là. Super. Alors, Florence, tout à l'heure, a présenté l'association, mais avec vous, j'ai envie déjà de commencer par l'objectif de l'association qui part, je pense, d'un état des lieux où la femme dans le numérique, malheureusement, est encore loin de trouver sa place pleine et entière. Oui, effectivement. Donc, je vous remercie pour cette invitation à vous rejoindre ce soir. Donc, la démarche FAMAT numérique repose sur 2 leviers d'action. Effectivement, vous en avez parlé, une fondation qui regroupe une quarantaine d'entreprises privées qui financent et accompagnent des projets très concrets de sensibilisation, d'orientation ou de formation aux métiers et aux filières du numérique pour les jeunes filles. Et puis, il y a une association qui est quelque part le bras opérationnel et on va dire de réflexion de la démarche, au-delà de la fondation, au-delà des entreprises mécènes, vers justement les associations, mais aussi les acteurs territoriaux, les ministères, les écoles, les grandes écoles d'informatique, d'ingénieurs et les universités, et bien sûr les entreprises employeurs. Et le constat, il est simple, c'est les femmes représentent un peu plus de 51% de la population, 56% dans les études supérieures et à peine 30% dans les filières du numérique. 30%, en fait, c'est le chiffre très, très large, puisque quand on regarde de plus près, je pense qu'on en reparlera, quand on regarde les fonctions très techniques du numérique, donc les développeuses, les architectes systèmes, les directrices des systèmes d'information, les personnes qui travaillent dans la data, l'IA, etc. En fait, c'est à peine 17%, 18%. Et parfois, dans les secteurs comme la cybersécurité ou le quantique, on passe en dessous de la barre des 10%. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, de représentation du sexe féminin dans ces métiers et ces filières. Et l'association est là vraiment pour aider les initiatives locales à passer à l'échelle afin que le maximum de filles et de femmes soient sensibilisées aux possibilités et aux débouchés de ces filières. Comment vous pourriez résumer les freins qui font qu'aujourd'hui on plafonne à moins de 20% dans ces métiers? C'est sociétal, c'est technique, on a peur d'y aller, on est formaté pour ne pas y aller. C'est quoi d'après vous et quelles sont les études que vous avez pu mener? Alors, c'est tout à la fois, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il faut agir sur tous les facteurs en même temps. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le problème d'attractivité en fait, des métiers du numérique, c'est une désaffection globale, filles-garçons. C'est la problématique du choix des sciences et on voit que c'est une partie de la nouvelle génération, malheureusement une grosse partie, est plutôt utilisatrice du numérique et n'a pas encore finalement fait le déclic que ces services informatiques, il fallait les créer, les administrer, les gérer, les sécuriser. Donc, il y a un vrai problème de désaffection globale.
Il y a bien sûr un problème d'adéquation des compétences, puisqu'on sait que 85% des métiers n'existent pas encore. Donc forcément, il y a toute l'adaptation des formations qui est en jeu. Et plus particulièrement, pour revenir sur le problème des filles, il y a plusieurs sujets. Alors, c'est un sujet très complexe. Je vais me permettre d'essayer de le synthétiser pour pas non plus qu'on y passe la soirée. Mais en fait, les stéréotypes sont très ancrés dans notre société, les stéréotypes de genre. Et en fait, on a toutes et tous des biais de genre. Et plus tôt on se rend compte, et mieux c'est, de façon à prendre du recul et à se dire, tiens, est-ce que ma pratique là, est-ce que mon enseignement, est-ce que mon accompagnement, mon conseil auprès des jeunes filles n'est finalement pas stéréotypé. Donc, évidemment, il ne faut pas se poser la question toutes les secondes à chaque phrase, mais c'est bien le moment de se poser et d'analyser nos propres pratiques. Et donc, comme c'est très ancré, il faut revenir très, très tôt, malheureusement. On avait tendance à penser il y a quelques années qu'il fallait agir dès le collège. On n'avait pas tort et en même temps, on avait tort parce que malheureusement, c'est encore plus tôt. En fait, il faut agir dès le CP, le CE1. Les petites, comme en fait, si vous voulez, il y a à peine 20% des femmes qui travaillent dans ces filières-là, les petites filles vont être dans un univers familial très peu scientifique, vont arriver en classe d'apprentissage de la lecture et du calcul avec un professeur qui est une enseignante dans la plupart des cas et qui est une enseignante agrégée de lettres. Donc, il va plutôt passer des messages de valorisation sur la partie littéraire. Il y a un autre facteur qui est qu'elles n'ont pas de rôle modèle, les petites filles, sur lesquelles s'identifier, de rôle modèle actuel, accessible. Et donc, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces sujets-là. Et elles sont par ailleurs beaucoup plus sensibles que les garçons. Alors ça, je vous dis des généralités, mais c'est les études et les chiffres qui nous le montrent, les études sociologiques notamment. Elles sont beaucoup plus sensibles aux injonctions de la famille, des professeurs, des équipes, des amis, et en tiennent compte dans leur orientation. Et puis, je terminerai juste par... on parle beaucoup d'autocensure et nous, à Femmes Numériques, on n'aime pas, on parle plutôt de censure sociale parce qu'en fait, on a l'habitude de dire aux jeunes filles, osez, allez-y, ne soyez pas timides. Mais en fait, nous, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut plutôt que nous, collectivement, on donne aux filles et aux femmes la possibilité d'aller dans ces filières-là. Et donc, on leur permet d'oser. Ce n'est pas à elles d'oser, c'est à nous de les laisser oser et de leur donner les conditions favorables à ce qu'elles puissent s'intégrer pleinement dans ces filières. Merci beaucoup, Peggy Vicomte. On vous retrouve dans un instant et on va retrouver aussi Nadia Pelfig, la vice-présidente à la région, qui est justement chargée de l'enseignement supérieur, une de vos fonctions. Mais je vois qu'elle est arrivée parce que vous parliez, Peggy, d'injonction et je voudrais que notre invitée Virginie Dominguez, que je salue, qui nous a rejoint, donc vous êtes vice-présidente exécutive Digital Data chez IT au sein des laboratoires Servier. Bonsoir à vous, Virginie. Bonsoir, bonsoir à vous toutes. Alors, pourquoi je fais le rebond entre ce que vient de dire Peggy et vous? C'est parce qu'en discutant, en préparant cette soirée, vous m'avez expliqué comment vous étiez rentré finalement dans une filière, on va dire, d'ingénieur, dans ces métiers de la data, mais avec un passif autour de vous qui n'était pas forcément celui-là. Donc, déjà, est-ce qu'on peut avoir l'historique de votre parcours pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? Merci de me donner la parole. Je suis ravie d'être avec vous toutes. Et peut-être pour parler rapidement de moi, donc moi j'ai grandi dans un village de 300 habitants dans le Vercors, donc on va dire plutôt un village modeste avec une grande sœur et une maman qui nous a toujours poussé à être indépendante avec ma sœur en disant trouvez-vous un travail, faites des études, élevez-vous par les études. Et aussi quelque chose qui a été extrêmement important pour moi et fondateur, et je pense qu'il faudrait dire à toutes les jeunes femmes, même petites filles, puisque ça commence très jeune, c'est que rien n'est impossible et rien n'est interdit. Et voilà. Et donc pour l'anecdote, un jour j'avais 6 ans et je discutais avec un de mes grands-pères que j'adorais et je lui ai dit papy, quand je serai grande, je ferai Polytechnique, parce que j'entendais parfois parler des polytechniciens. Et au lieu de me dire que ce serait difficile, que ce serait compliqué, qu'il allait falloir beaucoup travailler, mon grand-père m'a regardée et m'a dit écoute, ma chérie, si tu fais Polytechnique, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je viendrai te voir défiler sur les Champs-Élysées.
Et donc, je l'ai fait, puisqu'on ne m'a pas dit que c'était impossible. Donc, j'ai fait des maths, j'étais bonne en sciences, et puis j'ai fait maths spé, j'ai intégré Polytechnique. Et puis, voilà, un peu sur un malentendu, j'ai intégré Orange. Je n'étais pas forcément destinée à travailler dans le numérique. Je parle d'un temps où l'iPhone n'existait pas et où globalement, c'était vraiment les débuts d'Internet. Et j'ai fait du coup quasiment l'intégralité de ma carrière dans le numérique, d'abord chez Orange. Donc à diverses fonctions, on va dire plutôt marketing stratégique. Et puis, comme je pense que vraiment rien n'est impossible, il y a une période dans ma carrière où je suis vraiment allée sur le terrain, dans l'opérationnel, m'occuper de grosses équipes de boutiques et services clients. Et puis, j'ai monté la direction digitale d'Orange France. Et depuis janvier 2020, j'ai intégré les laboratoires Servier. Et aujourd'hui, voilà, pour monter d'abord les équipes digitales et data. Et puis, j'ai récupéré les équipes informatiques au sens large. Et donc, aujourd'hui, je fais partie du comité exécutif. Et donc, j'ai en charge toutes les équipes technologiques pour les laboratoires Servier. C'est un groupe qui fait à peu près 4,7, 4,8 milliards de chiffre d'affaires, 22 000 salariés présents dans le monde. Et nos produits sont commercialisés on va dire, dans 150 pays et soignent 100 millions de patients chaque jour dans le monde. Voilà, donc ça s'est fait un petit peu, j'ai envie de dire, au fil de l'eau, mais surtout, et je pense que ça, c'est vraiment un message de se dire que voilà, rien n'est impossible, rien n'est interdit, et les métiers du numérique sont pas, finalement, voilà, pas, en tout cas, il ne faut pas qu'on croie que ce soit réservé plutôt à des professions d'hommes, et on peut très bien y réussir quand on est une femme. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Disons que la question la conversation que nous avons eue, mais surtout le parcours que vous avez eu et la façon dont vous voyez les choses. Vous dites, on a l'impression que votre parcours s'est fait de manière tout à fait normale, ascensionnelle et sans problème dans un univers malgré tout d'hommes. Donc, comment on fait? Quels sont les obstacles que vous avez dû franchir? Comment vous avez fait? Quelles sont les techniques qu'il faut que vous utilisiez? Vous me disiez une référence en disant et si j'étais un homme? C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous deviez vous positionner comme un homme. Alors, il y a plusieurs choses. Les obstacles, j'ai envie de dire, il y a des obstacles qui sont externes et des obstacles qui sont internes. Dans les obstacles externes, j'ai envie de dire, quand on est une femme, et en particulier dans des métiers dits d'hommes, même si je ne pense pas qu'il y ait des métiers d'hommes et des métiers de femmes, on subit ce que moi j'appelle les doubles standards. Donc moi, à chaque fois que j'ai eu un poste, on a présumé que j'avais eu le poste parce que j'étais une femme. Alors, il n'y a pas de quota, mais on a déjà la double peine. Et puis, on m'a toujours fait la réflexion que j'étais très jeune pour avoir des postes à responsabilité. Et même encore dernièrement, quand je suis rentrée au comité exécutif du groupe Servier, on m'a dit que j'étais très jeune pour le poste. Bon, j'avais 44 ans, donc pas non plus un perdreau de l'année. Et accessoirement, le groupe avait changé son directeur financier quelques mois auparavant. Ce monsieur, qui est charmant par ailleurs et avec qui je m'entends très bien, avait 47 ans. Personne ne lui a jamais fait la réflexion qu'il était jeune pour avoir le poste. Donc ça, c'est vraiment les doubles standards. Et du coup, ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment les freins externes, et ça renvoie à des freins internes qui sont, je pense, ancrés profondément dans l'éducation des filles, qui sont, enfin moi j'en nomme deux en tout cas, l'autocensure et le syndrome de l'imposteur. Alors le syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais c'est le fait qu'on a toujours l'impression qu'on n'était peut-être pas la meilleure personne pour le job, qu'il faut voilà, encore plus prouver qu'on n'a pas eu le poste parce qu'on était une femme et trop tôt. Et du coup, c'est vrai qu'une de mes techniques, voilà, c'est toujours de me dire, si j'étais un homme, est-ce que cette situation me poserait problème? Est-ce que je me poserais ces questions-là? Et en général, voilà, ça aide à résoudre, on va dire, 99% des questions et des questionnements. Voilà. Mais après, on lutte, j'ai envie de dire, même encore maintenant, hein, je vous le disais encore il y a quelques mois, quand je suis rentrée au comité exécutif, je me suis dit, il faut quand même que je montre que je n'ai pas 10 ans d'ancienneté dans la pharma, que je vais apporter quelque chose, etc. Et donc, c'est difficile de se déconstruire et de déconstruire tout ça, hein, qui finalement est assez ancré. Donc, on n'arrive pas complètement à supprimer ce sentiment. Et moi, l'idée que j'ai, c'est plutôt de le regarder dans les yeux, de l'apprivoiser et puis de vraiment me dire, tiens, là, j'ai cette chose-là qui s'active en moi. Et donc, si j'étais un homme, ça ne se passerait pas. Et encore une fois, ça résout pas mal de choses. Dernière petite question avant de continuer à faire tourner la parole. Dans vos équipes, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? Est-ce que vous en trouvez? Est-ce que vous en cherchez? Alors, j'en cherche.
beaucoup. Je pense qu'il faut une politique extrêmement proactive sur le sujet. Dans mes collaborateurs directs, à part en RH et en finance où j'ai 2 femmes, j'ai envie de dire sur les métiers plus data, digital, SI, je n'ai que des hommes. Et quand j'ai monté mon équipe il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai vraiment cherché des femmes sur le marché avec ce niveau de seniorité-là. Et donc, je n'en ai pas trouvé. Alors peut-être que je n'ai pas encore assez cherché, peut-être que j'aurais dû attendre encore plus. Mais c'est vrai que quand on monte une équipe, parfois on est un petit peu pressé. Mais par contre, du coup, ce que j'ai fait de manière extrêmement proactive, c'est au niveau N-2, c'est de me créer le pipeline de talents parce que, on va dire, à des niveaux de seniorité qui étaient un petit peu moindres, j'ai réussi à trouver des jeunes femmes talentueuses et mon objectif, voilà, c'est de me créer le pipeline, de me créer le pool pour effectivement nourrir la prochaine génération voilà, de seniors managers dans ces fonctions-là. Donc, je pense qu'il faut créer le besoin. Et donc, dans mes N-2, j'ai 50% de femmes et c'est une grande fierté. Et donc, voilà, je crée proactivement ce pipeline qui va permettre à des femmes d'acquérir la seniorité et de pouvoir vraiment prendre des postes à grosse responsabilité dans le domaine. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Nadia Pelfik, je me tourne vers vous. La région, évidemment, l'enseignement supérieur, c'est dans vos compétences, mais ces femmes numériques, qu'est-ce qui est fait pour, on va dire, faire en sorte qu'on n'ait pas un entonnoir qui se rétrécisse et qu'on perde tous ces talents en cours de route? C'est pas évident. D'abord, vous dire le plaisir. J'ai ici d'être à Toulouse Business School, dont la directrice générale est une femme, du reste, et ce n'était pas arrivé depuis très, très longtemps. Ce n'était même pas arrivé à Toulouse Business School. Donc, grand merci et salutations à Stéphanie Lavie. Merci à Optimiste, à Florence aussi pour cette initiative. Et il y a quelques semaines, nous étions ensemble avec Peggy, justement, pour parler de la manière dont la région Occitanie pourrait peut-être rentrer dans une phase pilote pour essayer de lutter contre la raréfaction des femmes, bien sûr dans le monde digital, mais plus gravement encore, on voit qu'il y a une pénurie et même ça s'aggrave dans la raréfaction des femmes qui épousent les cursus scientifiques. Donc, ça fait des années, les unes et les autres, qu'on milite pour la féminisation des métiers et des études. Il y a d'une part une désaffection générale des filles et des garçons pour, par exemple, les mathématiques ou l'informatique. Et c'est quand même ces disciplines qui sont celles qui nourrissent les programmes de hardware, etc. Ensuite, on voit que même dans les filières, dans les choix des filières numériques et systèmes informatiques, il n'y a aujourd'hui, au moment où on se parle, que 2,9% de femmes. Et 15%, en gros, des étudiantes choisissent des filières qui conduisent au métier du numérique. Donc, on a un problème qui est assez épais. Soit on se dit que ce qu'on a fait depuis des années était finalement mal orienté et il faut qu'on réfléchisse à ça, soit on se dit que ça serait peut-être encore plus grave si on n'avait rien fait. Et moi, à cette étape, je n'ai pas la question. Ce que je constate, c'est que des sujets comme nous avons ici ce soir demeurent indispensables. Après, les minorités, moi je connais dans le milieu politique tout ce que disait Virginie. Ça existe dans d'autres sphères et on retrouve ça également dans toutes les sphères de pouvoir en réalité et de responsabilité. Le double standard femmes-jeunes, c'est un sujet. En politique, c'est 19% de femmes qui sont maires. La semaine dernière, j'étais avec l'Observatoire de la parité, on avait des échanges avec des élus allemandes et c'est 9% chez elles qui sont maires, alors même qu'elles ont une chancelière avec force caractère pendant des années. Et puis même, je vais vous dire, pendant que nous, on parle de femmes et numérique, et c'est important, dans d'autres lieux, il y a, je vais vous présenter autrement. Quand je suis invitée sur des conférences, je fais toujours attention à ce qu'il y ait d'autres femmes dans le panel des intervenantes. Or ici, là, on coche. Quand je suis la seule, je refuse. Et à dire vrai, là, pendant qu'on est en train de parler de femmes et numérique, il y a des endroits où il y a des conférences où il n'y aura que des hommes qui ne se seront pas posé la question d'avoir que des hommes et qui ne parleront pas d'hommes et numérique. Ils parleront des enjeux du numérique en 2022. Et donc, pendant que nous, on parle de femmes et numérique, ils parlent des enjeux du numérique en 2022. La réalité, c'est que sur ce plateau-là, il y a d'éminentes expertes qu'on va écouter, data scientists, architectes réseau, bref, vous êtes maître de conférence, vous êtes toutes mesdames
des expertes en capacité de parler des enjeux du numérique en 2022. Et souvent, quand il y a des conférences spécifiques sur cybersécurité, sur l'IA éthique, et ce sont des sujets parce que sur la cybersécurité ou sur la souveraineté numérique, au moment où nos entreprises en crise en France ont fait des PGE, des prêts garantis par l'État, c'était BPI qui s'occupait d'enregistrer ces prêts-là, qui enregistrait les données des entreprises. Et vous savez où elles étaient enregistrées, ces données? Sur des plateformes Amazon. Et quand on sait que la loi américaine a pour principe que si jamais ça altère les intérêts nationaux américains, on peut accéder aux données sans difficulté, ça pose des questions sur notre souveraineté numérique. Quand on parle de cybersécurité, quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine, il y a eu, sur nos 95% d'entreprises, de très nombreuses cyber et menaces qui ont été, attaques cyber qui ont été menées, et ça concerne beaucoup de monde. Ici, il y a plein de femmes qui sont destinées à répondre à ces problématiques d'envergure. Et je crois qu'il faut être en capacité aussi de démontrer sur les plateaux où il y a moins de sororité que nous avons des expertes et que ce sont elles les rôles modèles pour nos filles demain, pour nos étudiantes demain qui vont faire ces études. Bref, pourquoi je vous dis cela? Parce que dans les outils que sont les nôtres, pour lesquels on a failli, toute puissance publique confondue, puisque les résultats ne seront pas en rendez-vous, que 66% des entreprises nous disent leur peine à recruter et qu'on a 1,5 million de postes qui sont recherchés, qui ne sont pas pourvus, alors même que les femmes sont les grandes perdantes de la crise économique. Elles ont été plus nombreuses à être éloignées de l'emploi, quand bien même elles étaient qualifiées. On voit bien qu'il y a une difficulté à matcher tout ça et que donc il y a un hiatus. Nous, on essaie d'intervenir au mieux sur le fait que les métiers n'ont pas de genre. Récemment, j'étais à la Maison de l'Orientation à Bellefontaine pour discuter de ces choses-là et en mettant en situation des jeunes face à des femmes professionnelles dans des secteurs qui sont considérés comme plutôt masculins. Simplement, ces jeunes femmes sont déjà au lycée et je rejoins Peggy sur le fait que c'est dès la petite école qu'il faut pouvoir inspirer différemment, qu'on voit bien que toutes les études le montrent, les filles et les garçons occupent la cour d'école différemment. Que lorsqu'on présente dans un établissement de haut niveau un exercice comme celui de dessin, les filles réussissent mieux que les garçons et que le même exercice, lorsqu'il est présenté comme un exercice de géométrie, le même exercice, les garçons réussissent mieux que les filles. Et que donc, il y a bien une manière d'avoir fait intégrer nos compétences dans telle ou telle discipline en fonction de la manière dont on nomme les choses. Et donc, cette déconstruction de ce qui est non pas inné, non pas d'autocensure, comme le disait très bien Peggy, mais qui est aussi une construction sociétale, elle est impérative à faire à tous les niveaux. Et en vrai, moi, comme vice-présidente, au-delà des formations qu'on ouvre pour répondre aux besoins de la société sur les questions numériques, au-delà des orientations pour lesquelles on finance Occitanie Data qui est devenue Equitia, les procès qu'on ouvre à destination des GAFAM, les outils de souveraineté numérique dont on veut se doter, bref, des orientations société qui sont dans mes attributions. La réalité, c'est que je suis tout aussi efficace quand, devant la Fédération française bancaire, qui ne m'a pas invitée pour parler des femmes et de la banque, mais pour parler des enjeux bancaires, du déficit et de comment on fait la couverture de garantie, je les regarde, je leur dis que je suis extrêmement heureuse d'être avec eux, que j'aurais préféré pouvoir dire « mesdames, messieurs », que je constate qu'une fois de plus, il y a assez peu de femmes, que je m'étonne que… Bref, je pense que dans des endroits où on n'est pas attendu pour parler de la mixité des métiers, où on est invité pour ses compétences, où on va peut-être passer pour l'enquiquineuse de service de mettre ces sujets sur la table, c'est précisément dans ces endroits qu'il faut le faire. Parce qu'ici, mesdames, ce qu'on fait est utile parce qu'on se livre entre nous les arguments que nous allons utiliser ailleurs. Que cette sororité, c'est aussi une démonstration de talent et de compétences. Mais à la vérité, nous sommes convaincus ici. Ce que nous faisons ici, c'est prendre les arguments pour convaincre ailleurs, pour pouvoir avancer ensemble, pour pouvoir faire réseau, et c'est indispensable, pour pouvoir être plus fortes ailleurs ensemble. Mais c'est bien ailleurs qu'il nous faut être en capacité de convaincre. Dans les CODIR, dans les entreprises du CAC 40 pour lesquelles je suis favorable, comme l'est la ministre en charge de l'industrie aujourd'hui, Agnès Pannier-Runacher, de mettre des quotas pour qu'enfin il y ait des femmes dans les entreprises du CAC 40 en France, dans les CA.
Bref, c'est aussi dans tous les univers où nous ne sommes pas forcément attendus avec cette parole-là, mais pour lequel on est considéré comme crédible en tant qu'expert sur des sujets particuliers, qu'il nous faut pousser la porte et dire qu'il faut la laisser grande ouverte aux autres. Et je terminerai par ça, c'est que dans tous les sujets, après tout, sois optimiste, ça s'est fondé sur la défense du séquoia. Hein, c'est bien ça, mesdames. Donc, dans tous les domaines, il faut être en capacité de rappeler que nous avons des compétences, les porter fort et que quand on les porte, ne pas se dire qu'on tire une forme de pouvoir en tant que femme à être la seule parmi les hommes, mais bien à ouvrir la porte et à considérer que plus on sera de femmes, plus on sera forte et plus le féminisme sera un universalisme et une puissance terriblement positive pour la société. Donc, de jamais se satisfaire d'être la seule parmi eux. Nous avons besoin de tout cela. Il faut pourtant qu'il y en ait une première qui pousse la porte aussi, hein, c'est ça. Alors, on va justement voir comment certaines ont fait parmi vous. Je voudrais que, voilà, Fanny Kalinowski, qui est à côté de vous, architecte en cybersécurité. Je vous voyais hocher de la tête en disant, dans les témoignages, mais surtout dans ce que disait Nadia Pelfig, mais votre parcours, vous n'avez pas eu de problème pour arriver là où vous êtes ou vous avez franchi des étapes en disant on est de moins en moins nombreuses? Déjà, merci à toutes et à tous d'être présents. Pour parler de mon parcours, je suis, en fait, c'est la première année où je travaille, donc c'est tout récent, mon entrée dans le monde professionnel. Donc, je dirais que je tâtonne encore un petit peu et je me cherche, mais j'ai fait voilà, une école d'ingénieur, un double diplôme avec l'IAE pour avoir, je dirais, à la fois des compétences techniques et plus des compétences peut-être humaines et une vision peut-être commerciale aussi sur les sujets. Et l'idée derrière tout ça, c'était non seulement faire ces études parce que ça me plaisait profondément, c'est l'idée première, mais je pense qu'il y avait aussi un besoin d'asseoir une certaine légitimité à l'arrivée dans le monde du travail et dire, voilà, messieurs, dames, il n'y en a pas beaucoup, on peut travailler avec moi parce que je sais faire. Et je pense que j'avais ce besoin de me dire, c'est peut-être pas les autres qui vont me dire systématiquement, tu sais faire, Fanny, mais j'avais besoin d'avoir un bagage, je pense, et me donner des armes et me sentir un petit peu plus à l'aise par ces études-là. Ensuite, est-ce qu'on est peu nombreuses en école d'ingénieur? On était 7% de filles, 4% dans ma spécialité. Ça veut dire en cybersécurité. Oui. Ça s'est passé comment? Autant vous dire que l'arrivée dans l'amphi le premier jour a été un petit peu un choc. On comptait vraiment les têtes. Mais en fait, je suis convaincue que ça progresse parce qu'en intervenant, en continuant à intervenir dans mon école ou dans les lycées, je me rends compte que là, les filles de cette de la génération qui viennent d'entrer, elles sont 20%. Donc, en l'espace de 4 ans, on est passé de 7% à 20%. Et j'en suis très fière. Et je pense que c'est par des actions telles qu'on peut faire. J'espère qu'on peut inspirer des parcours et casser un petit peu les codes. Je pense que j'ai accepté aussi cette invitation. Mais la question, c'est casser quel code? C'est ça la question. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières à la fois nous-mêmes. Donc, en tant qu'individu, on pense qu'on n'est pas capable d'eux. On pense qu'on va nous juger. Tout à l'heure, je souriais quand vous avez dit quand on est jeune, c'est en plus le bon combo parce que on sait qu'on est jeune, qu'on débute, on sait qu'on a beaucoup à apprendre. Donc, la question de la légitimité, le sentiment de l'imposteur, comme on l'a parlé, est omniprésent, j'ai envie de dire. Je pense que ça dépend des personnalités aussi, hein. Mais en tout cas, pour la mienne, c'est quelque chose sur laquelle je dois lutter vraiment tous les jours. Et j'avais une vision, je pense, très optimiste du monde du travail où je me disais, bon, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Et non. Disons que c'est en fait, j'ai l'impression qu'aussi, des fois inconsciemment, peut-être de la part de clients, mais on vous fait ressentir en fait que vous êtes une femme, qu'il y a une différence. Il y a une différence des fois dans les traitements, dans les échanges, dans les missions qu'on va vous attribuer ou qu'on ne va pas vous attribuer parce qu'on ne va pas se projeter sur votre profil. Où on va vous dire après, je suis surpris, vous ne faites pas que de la gestion de projet,
bah non, en fait. Et c'est, voilà, je pense qu'il faut montrer qu'on sait faire. Mais voilà, c'était un petit peu ça, casser les codes, je pense, casser les images qu'on peut se faire de ces métiers. Merci beaucoup, Fanny Kalinowski. Alors, on va passer le micro à Isabelle Maury, qui est là. Isabelle Maury, 20 ans chez Microsoft, parenthèse professionnelle actuellement, mais vous avez cassé les codes différemment, j'avais envie de dire, parce que vous arrivez dans les métiers du numérique, dans l'univers de Microsoft, par un autre biais, qui est un biais, on va dire, plus littéraire. Tout à fait. D'abord, je voulais dire, je suis aussi optimiste de foi. Donc exactement, j'avais oublié. Optimiste de foi par la même occasion. Oui, en fait, donc casser les codes d'une certaine façon. J'ai fait un DEA de lettres modernes à Toulouse, pas loin d'ici, et j'étais plutôt partie dans les lettres, l'enseignement, et il s'est trouvé par concours de circonstances que Microsoft recherchait des testeurs pour le premier correcteur grammatical développé par Microsoft, avec Microsoft Recherche. Et c'est comme ça qu'avec un DEA de lettres modernes, je suis rentrée à Microsoft il y a 20 ans. Après, c'est sûr que en découvrant par les opportunités d'autres aspects de l'informatique, et en particulier, moi, j'étais passionnée par le déploiement et l'intégration. C'était quelque chose que j'ai découvert sur le métier. Et je suis partie dans cette voie, ce qui fait que j'ai fait 10 ans dans un groupe linguistique en m'éloignant de plus en plus de la linguistique pour rentrer un peu plus dans l'informatique. Et les 10 dernières années, c'était carrément beaucoup plus dans la technique, dans le développement des spécifications et le travail avec les développeurs pour créer des produits ensemble. Je voudrais juste revenir sur quelques points dont on a parlé. La légitimité de rentrer dans un univers qui n'était pas nécessairement celui auquel je me préparais. C'est sûr que quand je rentre dans une salle de réunion et que je dois travailler avec des développeurs ou des gens très techniques, si j'arrive avec ma petite étiquette, j'ai un DEA de lettres, c'est sûr que je vais avoir un problème de crédibilité. Une façon pour moi de passer outre, c'était ma passion. C'était je sais ce que je veux qu'on fasse ensemble et on va travailler ensemble. Et on va le faire. C'est pas mes étiquettes, c'est l'imposteur syndrome, je l'ai eu pendant 20 ans. Ce qui était amusant, c'est qu'en discutant avec des gens qui étaient plus techniques que moi, qui avaient des postes beaucoup plus hauts que les miens, ils me disaient « Mais Isabelle, nous aussi, on l'a, l'imposteur syndrome. » Donc, c'est rassurant de savoir que ce n'est pas juste nous les femmes, c'est tout le monde là, parce qu'en fait, on se challenge, on prend des responsabilités ou on fait des choses qui nous poussent en dehors de notre zone de confort. Et à partir de ce moment-là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on voit la différence entre là où on veut être et là où on est, et ça nous aide à progresser. Donc, imposteur syndrome, ce n'est pas nécessairement mauvais si on arrive à se dire « Ok, je sais, ce n'est pas parfait, mais je peux le faire. » Et l'autre aspect que je veux souligner, c'est quelque chose que j'ai découvert à Microsoft, surtout après le changement de directeur qu'on a eu quand Satya Nadella a pris la direction de Microsoft, il a changé la culture. Et une des choses qui est rentrée dans la culture de Microsoft, ça a été le growth mindset. Ça a été de reconnaître que peut-être que je ne suis pas aujourd'hui là où je veux être, mais je suis aujourd'hui mieux qu'hier et demain, je serai mieux qu'aujourd'hui. Donc, c'est constamment de travailler pour obtenir ce niveau que je veux, ou ce poste que je veux, et vraiment avoir une progression et d'apprendre constamment. Je veux juste parler de quelque chose qui me tient à cœur pour les femmes aussi qui commencent leur carrière ou qui sont dans un plateau. Quand il y a quelque chose qui vous intéresse, quand quelque chose que vous voudriez faire, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, allez le chercher. Et si ça ne marche pas la première fois, toujours avec le growth mindset, essayez de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et revenez-y jusqu'à ce que vous l'obteniez. Ça m'est arrivé
une fois en particulier dans ma carrière où je voulais un poste. J'ai postulé et on m'a dit oui, peut-être, je sais pas. Et quelqu'un d'autre a eu le poste. Je suis revenue vers la personne et j'ai dit mais ok, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a manqué, etc. Et j'ai analysé ce qui était dit pour revenir 2 ans plus tard et quand le poste a été disponible. À ce moment-là, c'est pas moi qui suis allée le chercher le poste. C'est eux qui sont venus me chercher. Donc, c'est pas de baisser les bras quand on nous dit non une première fois et de dire, OK, je veux une place à cette table et si vous ne me la donnez pas aujourd'hui, je reviens demain et je reviendrai demain encore et jusqu'à, comme le petit prince, la porte, elle s'ouvre. Voilà, c'était quelque chose que vraiment était important. On va faire, moi j'appelle ça le syndrome de l'enfant gâté, hein, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que c'est vu comme ça, effectivement, on peut avancer. À votre droite, c'est Manel Pellegrini. Vous êtes data scientist. Pareil, quel est le parcours? Est-ce qu'un jour, on vous a dit tu es bonne en maths, tu peux faire ça, ou c'était une passion? Oui, bon, d'abord, merci de m'inviter. Hein, je suis très honorée d'être ici. Alors, moi, je suis franco-tunisienne. Et j'ai fait mes études au début en Tunisie. J'avais un baccalauréat en mathématiques. Donc, l'heure de l'orientation, j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Ma mère m'a dit, fais un travail avec lequel tu peux vivre. Bon, je vais chercher. Je ne sais pas, un truc que j'aime, qui me fait vivre. C'était l'informatique à l'époque, c'était un peu tendance. Bon, allez, j'y vais, sans vraiment, avec beaucoup d'admiration. Bon, j'aimais bien, mais voilà. Et maintenant, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout. Donc, pourquoi je ne regrette pas? Parce que c'est un travail qui est, je trouve, adapté aux femmes. Donc, physiquement, ce n'est pas très fatigant. Quand on est sur un ordinateur, c'est assez flexible. On peut avoir des horaires flexibles. Il y a de plus en plus de télétravail. Donc, on peut travailler n'importe où, même, je ne sais pas, sur la plage, montagne, dans son lit. Donc, il y a une certaine flexibilité. Si on a des enfants aussi, on peut faire en sorte d'aménager les horaires pour garder les enfants. Et puis, on travaille sur des sujets concrets qui vont aider, je vais dire l'humanité, mais à résoudre des problématiques, que ce soit là. Je suis chez Axon, c'est une petite société spécialisée en data science, avec un client historique Airbus, bon, comme toutes les sociétés de Toulouse. Donc, on travaille pour Airbus et là, voilà, on optimise des coûts, on essaie de prédire les fraudes dans les tickets de caisse, voilà, des tickets concrets, mais aussi on peut faire de l'analyse sur des sujets qui vous tiennent à cœur, pour l'économie, pour l'écologie, la réduction de la consommation d'eau, d'énergie, etc. Donc, c'est vraiment des sujets concrets et ça donne du sens à ce qu'on fait. Et puis, c'est stimulant intellectuellement. On apprend tout le temps. Ce n'est pas un métier, c'est stagnant. Donc, on apprend toujours. Et puis, chez Axon, l'expérience que je vis, on encourage les femmes à postuler. Là, je travaille, je fais partie d'une squad de recrutement. Donc, je donne un avis sur le background technique des candidats. Et il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est dommage. Ça ne nécessite pas beaucoup d'intelligence par rapport aux femmes, aux hommes. Je veux dire, qu'est-ce qui manque aux femmes pour postuler à des postes comme ça? Bon, bref, en tout cas, si on a une candidate femme, bien sûr, on va privilégier celle-là pour un même profil. Donc, c'est sympa. Moi, je me plais vraiment. J'encourage les femmes et les filles à faire ce travail-là. C'est un travail d'avenir, même si vous n'aimez pas trop l'informatique, mais vous pouvez le mettre partout, dans quel domaine que vous voulez, même la couture. Voilà, donc... Allons-y. Allons-y, moi, je vous encourage, c'est très demandé, vous n'allez pas être au chômage, donc vraiment, allez-y, quoi. Ouais. Alors, je voudrais qu'on fasse circuler le micro avec le dernier témoignage de cette table ronde. Charles Millan, étudiante UT3 en informatique. En réseau et télécommunications. Ah oui, réseau et télécommunications, c'est vrai. Il y a dans les papiers qu'on a pu lire, en tous les cas, c'est que souvent dans ces métiers-là, on se dit, on a l'image aussi du geek. Pas du tout. Juste à peine. À peine?
Et c'est un frein, ça? Ça aurait pu être un frein pour Alors, vous? c'est plus le frein de porter une jupe, du coup. Parce que, mine de rien, il semblerait que mes compétences et ce que j'ai acquis pendant mes 5 ans d'études soient soumis à ce que je porte. Donc, pendant longtemps, pour mes interlocuteurs, j'étais la secrétaire du groupe parce que vu que j'étais une fille, j'avais forcément une jolie écriture bien ronde. J'écris comme un chat, c'est catastrophique. Et effectivement, chez les garçons, on a souvent vraiment le beau cliché du geek, donc les cheveux longs, la barbichette, le t-shirt oversize. Et mine de rien, moi, personnellement, je me suis adaptée à ce style assez souvent. J'ai reporté des jupes que très tardivement. Par rapport à vous, moi, au lycée, quand je suis arrivée et que j'ai dit que je voulais faire de l'informatique, j'ai mon enseignante principale. Donc, je faisais un bac SP physique à ce moment-là. J'avais une matière que je jaunissais, c'était la biologie, qui est allée voir ma mère, qui représentait les parents d'élèves. Et alors, il lui a dit, mot pour mot, comment vous pouvez la laisser faire ça? C'est une fille, mais elle sera beaucoup mieux en biologie. De toute façon, l'informatique, c'est tellement élitiste, elle n'y arrivera jamais. C'était particulier le soir à la maison. Heureusement, j'ai un papa qui est maître de conférence à l'UT3, donc lui, il voyait une fille arriver en informatique, c'était la première fois depuis des années, il était ravi. Après, mine de rien, j'ai eu personnellement la chance, du coup, j'ai fait un DUT, maintenant c'est les buts, où à titre personnel, moi j'ai trouvé que ça s'était assez mal passé en tant que fille. Vous parliez du syndrome de l'imposteur pour une partie de mon groupe de travail, pour montrer que j'avais le même niveau qu'eux, je devais avoir 2 points de plus qu'eux. Donc, j'ai été déclarée maillon faible de mon groupe. Donc, dès qu'il y avait une question tech, c'était même pas la peine que je participe, hein, c'était pas mon problème. Moi, je faisais le rapport. Il était bien présenté, le rapport. Je faisais de très beaux rapports. Je les fais toujours très beaux, d'ailleurs. Mais du coup, donc, en DUT, ça s'est assez mal passé pour moi. J'ai fini. Ça m'a étonnamment extrêmement motivée parce que j'ai voulu montrer aux garçons que je les valais. Donc, j'ai travaillé comme une folle pendant 2 ans. J'ai eu ce que je voulais. Je suis rentrée dans l'école où je voulais, l'UPSITECH. Et à l'UPSITECH, étonnamment, alors qu'il n'y avait même pas 6 mois de décalage entre la fin de mon DUT et le début de mon diplôme d'ingénieur, je suis tombée sur des groupes où ils n'ont pas tant vu la fille en moi, mais leur égale. Donc, j'ai été de plus propulsée à des postes au sein de mon école où j'ai été vice-présidente du BDE, j'ai représenté la filière dans les instances de l'école. J'ai eu aussi la chance d'être soutenue par l'école. On a fondé l'association des anciens que je dirige actuellement. Donc, être une fille aussi, ça a eu l'avantage, mine de rien, vu que j'étais bien habillée, entendons-nous bien, je portais un jean qui était bien taillé et des baskets, mine de rien, j'avais aussi une image de plus de confiance auprès de mes enseignants que certains de mes camarades qui arrivaient toujours avec les 2 mêmes t-shirts, avec un message plus ou moins particulier, dirons-nous. C'est un univers. C'est un univers auquel il y a des codes. C'est ça, il y a des codes. Après, je vois sur le site, tu parlais du fait qu'il y avait de plus en plus de filles dans ton école. Nous, là, sur ma classe, on était à peu près 14%, on était 7 filles pour 43 garçons. Là, ça augmente de plus en plus. Du coup, mine de rien, les codes se fragilisent aussi parce que les filles, elles arrivent, elles portent du maquillage, elles portent des chaussures à talons, elles portent des jupettes. Et quand un garçon lui fait une remarque, elle répond que ce n'est pas ça qui lui permet de coder. Donc, ça permet aussi aux filles qui étaient déjà dans ces milieux-là d'aider à briser ces codes-là. En tout cas, vous êtes de belles et de super ambassadrices. Avant de passer la parole à Florence, je voulais me tourner vers vous, Virginie Dominguez. Vous avez entendu les différents témoignages et parcours de vie dans ces métiers de la tech, de la data. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez, par exemple, le témoignage que l'on vient d'entendre? Déjà, moi, je suis ravie de voir des jeunes femmes qui avec détermination et force, s'engagent dans cette voie. Ça me donne beaucoup de confiance. Et en même temps, sur la progression des chiffres, je suis un peu moins optimiste que ce qui a été dit avant. Si je prends mon école, quand je l'ai faite il y a 25 ans, on était 12% de filles. Il se trouve que j'avais une intervention à Polytechnique mardi soir sur le même sujet pour pousser les femmes à aller dans le numérique. Et aujourd'hui, elles sont 16%. Donc, ça ne bouge pas beaucoup quand même. Donc moi, je pense que, en tout cas, je suis extrêmement favorable au quota. Ça a été dit par une des intervenantes aussi. Je pense que la tendance naturelle n'ira pas assez vite si on n'insuffle pas une politique extrêmement volontariste, y compris en mettant des quotas. Mais en même temps, je souscris à tout ce qui a été dit. Il n'y a pas besoin de gros biscottos pour faire du numérique. Et c'est un métier qui est... effectivement assez flexible. Moi, j'ai des enfants aussi qui ont 12 et 10 ans et c'est vrai que le matin, on peut se connecter tôt pour ensuite pouvoir les préparer, les emmener à l'école, rentrer pas trop tard, quitte à se reconnecter, etc. C'est des métiers qui sont assez flexibles et qui permettent de conjuguer une vie, on va dire, intense
professionnellement et une vie de femme, de maman. C'est des métiers, il faut le dire aussi, qui sont bien rémunérés, qui se développent énormément. Donc, il y a quand même beaucoup de postes. Les débouchés professionnels sont vraiment intéressants et il y a une très, très bonne employabilité. Et peut-être, je soulignerai aussi un point, c'est que c'est vraiment multisectoriel. J'ai entendu parler d'Airbus. Qu'on veuille bosser chez Airbus, dans la santé, dans les télécoms, ou dans n'importe quelle industrie. En fait, aujourd'hui, le numérique et le digital est partout, donc quelle que soit son appétence et son affinité, et tous les métiers sont impactés, de la RH au site de production industrielle. Donc, voilà, le message, c'est rien n'est interdit, rien n'est impossible. Ce n'est pas un métier d'homme. Je pense qu'il n'y a aucun métier d'homme, mais en particulier les métiers numériques ne sont pas des métiers d'hommes, et c'est des métiers qui ont vraiment de l'avenir et qui permettent à la fois une rémunération intéressante et une flexibilité. Donc, moi, je suis ravie de voir des jeunes femmes qui s'engagent là-dedans. Il faut qu'on soit encore plus nombreuses. Il faut donner envie, et je pense aussi qu'il faut des politiques extrêmement volontaristes. Voilà. Merci beaucoup Virginie Dominguez et Peggy Vicomte. Je me tourne également vers vous après les témoignages que l'on a entendus avant d'entendre Florence pour la fin. Sur l'évolution des chiffres, vous êtes également un petit peu plus l'évolution du nombre de filles. On n'a pas parlé, on aurait pu parler de la réforme du baccalauréat et des matières scientifiques qui visiblement en l'espace de quelques mois a posé problème justement à la présence des filles dans les matières scientifiques. Non, les chiffres ne sont pas très optimistes, malheureusement. Oui, vous m'entendez, pardon? Oui, je vous entends. C'est moi qui ai dit la présence, mais c'est l'absence de maths et de filles dans les matières scientifiques. Oui, j'avais compris. Oui, malheureusement, les chiffres ne sont pas optimistes du tout. En réalité, il y a une baisse depuis ces 2 dernières années. On l'a dit, du fait du non-choix, on va dire, des jeunes filles des spécialités scientifiques et numériques au nouveau bac. Donc ça, c'est quelque chose qui va être revu. Dans l'éducation nationale, on a pris acte, et donc il y a des mesures qui vont être prises. Et de toute façon, les chiffres ne vont pas s'améliorer tout de suite, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes filles. On en manque cruellement. Juste pour afficher un petit brin d'optimisme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un secteur et des métiers qui emploient beaucoup. Et nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, et les entreprises sont conscientes de ça, et toutes les politiques maintenant, RH, diversité, etc., prennent en compte ce sujet-là et vont chercher des potentiels féminins en externe et en interne pour les amener vers ces métiers. Donc, il y a par exemple des entreprises privées qui font de la reconversion, qui offrent de la reconversion en interne et en externe, et qui mettent en place des actions. Je ne vais pas citer d'actions en particulier, chacun se fera son avis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'initiatives. En Occitanie, c'est une région très, très dynamique sur le sujet. Et donc, je dirais que l'avantage, c'est qu'on en a pris conscience et qu'on en parle les uns et les autres, et les unes et les autres. Donc, une fois que le problème est posé, une fois qu'on dit qu'il manque des compétences, les écoles font des actions, les entreprises mènent des actions, les élus aussi, les associations sont là. Maintenant, je rejoindrai juste Nadia Pelfic sur un sujet qui est la place des hommes dans cette thématique-là. Et donc, il faut absolument que nous arrivions à les embarquer et qu'on aille porter cette bonne parole à l'extérieur. C'est très important, parce que finalement, il n'est pas question de remplacer, il est bien question de privilégier la mixité et d'arriver à la parité. Donc ça, c'est très important. Alors, Florence va nous rejoindre pour la conclusion, mais il y a 2 autres témoignages que je voudrais vous permettre d'écouter, avec qui on est en ligne. On est avec Marie Philippot, qui doit être également là. Où est-ce qu'elle est, Marie? Je ne la vois pas. Elle est en bas. Marie Philippot, elle doit m'entendre, chef de projet en e-formation. Marie, est-ce que vous nous entendez? Oui, elle est là. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous êtes en grand écran, on vous voit. Pareil, un CV pas très linéaire. Vous avez écouté ce qui a été dit précédemment. Vous, c'est pareil, vous me disiez, moi je suis dans la e-formation et finalement j'y suis tombée par hasard et ça me convient parfaitement.
C'est ça, tout à fait. Alors, je pensais avoir un CV un petit peu exotique. En fait, à écouter les autres intervenantes, je me suis rendu compte que finalement, on était tous arrivés voilà, par des chemins un petit peu détournés, quoi. Alors justement, vous, la e-formation, vous êtes tombé par hasard? Alors, par hasard ou pas, disons que moi, je me destinais au métier de graphiste, web designer. Donc, j'ai suivi une formation classique à ce niveau-là, BTS, licence pro, je la mentionne au vu de ce qui a été dit avant, j'ai fait une licence pro édition jeunesse, en fait. Et dans cette formation, il y avait 100% de filles. Donc, autant vous dire que voilà, il y a quand même des formations un petit peu très axées masculin-féminin. Donc bref, BTS communication visuelle avant. J'ai commencé à travailler en tant que graphiste et web designer dans la société Iris Jardin, puis chez Decathlon, mais à l'étranger, en Inde précisément. Et j'ai profité en fait d'être à l'étranger pour justement continuer à me former. J'avais déjà suivi en parallèle à mon métier en fait un master dans le domaine du web. Et du coup, là, j'ai un petit peu suivi diverses formations de type MOOC, de l'auto-formation. À l'époque, il y avait notamment, on pouvait se former sur le web avec le site du Zéro, qui est maintenant Open Classroom, il me semble. Donc voilà, c'était un petit peu aussi le début de toutes ces formations, les MOOC, en fait. Et donc moi, j'ai vraiment mis un pied dans la formation en ligne à ce moment-là, en fait, après avoir un petit peu suivi divers modes de formation, je me suis rendu compte que finalement, là où je m'étais fermé des portes, je pouvais encore poursuivre mes études, apprendre différemment. C'était important pour moi en fait, de pouvoir travailler en même temps que je me formais, d'être à l'étranger et de pouvoir en même temps suivre une formation. Voilà, pour moi, le e-learning m'a fait découvrir tout ce qui était pour moi fermé auparavant. Voilà, j'ai pu y accéder via l'e-learning. Et du coup, à mon retour en France, après avoir suivi du coup, une formation sur l'ingénierie des formations à distance, j'ai intégré l'université Toulouse-3 Paul Sabatier en tant que chef de projet e-formation, où là, j'ai pour mission d'accompagner les enseignants à la transformation digitale de leur formation, et également de coordonner des projets de formation de type MOOC, SPOC, donc des formations en ligne. Voilà, donc… Jamais eu de sentiment de l'imposteur, de se dire je suis trop jeune, ou d'avoir des retours avec ce genre de réflexion de votre côté? Alors, moi, je pense que mon poste actuel doit être occupé, ça doit être 50-50, hein, il y a autant d'hommes que de femmes. Par contre, effectivement, là, en étant dans une université scientifique, je sais que je vais accompagner les enseignants dans différents domaines. Hein. Oui. Si par exemple, c'est un sujet qui est plus, on va dire, masculin, bien que ça ne soit pas… Voilà, là, ils vont peut-être se tourner davantage vers mes collègues masculins. Alors que, au final, le métier est le même, que je vais les accompagner de la même façon, et justement, peut-être avec un petit peu plus de rigueur que certains de mes collègues qui vont rentrer trop dans le contenu, justement, de… je vais me tourner maintenant vers Mélanie Lily, qui doit être là également. Mélanie, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis là. Où est-ce que vous êtes? Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Je suis désolée de vous interrompre, mesdames. Bravo pour cette initiative. Je suis vraiment désolée. Virginie qui parle. Oui. Immense merci pour votre accueil. Bravo. Merci, continuez, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Hein. Merci Virginie Dominguez. On était ravis de vous avoir. C'était un vrai privilège. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Mélanie est là. Donc, pareil, responsable digital de Lydie Facilite la vie, responsable digital. Ça paraît presque simple quand on entend, mais c'est pareil, votre parcours illustre parfaitement cette volonté finalement d'intégrer ces métiers. Alors, non, pas naturellement. Je rejoins beaucoup d'intervenants. Donc, moi, ça a été pareil. Donc, j'ai fait une école de commerce. Parce que je ne savais pas trop ce que je voulais. Je suis quelqu'un qui est très sociable, donc je me suis dit, bon, je vais aller
me tourner vers tout ce qui est un peu plus féminin et donc vers des métiers plus commercial, qui est vers vraiment de la relation client. Et en fait, j'ai commencé à découvrir le monde des startups, des innovations dans un stage de dernière étude. Donc, c'était un bachelor en 4 ans. Et donc, j'ai commencé à découvrir le marketing digital. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est super intéressant. Je n'y avais pas du tout pensé, puisque du coup, c'est des outils quand même qui sont très tech. Et donc, maintenant, le marketing, on commence de plus en plus à analyser en fait l'audience. Ça commence à être très technique avec aussi tout ce qui est référencement naturel. Et donc, j'avais un peu peur d'aller vers ces métiers-là, parce que je me suis dit que je ne suis pas assez légitime. Et donc, j'ai poursuivi avec un master donc, dans le management de l'innovation. Et donc là, j'ai eu affaire à beaucoup de nouvelles technologies. Et donc, c'est là que je me suis dit, OK, il faut vraiment que je me spécialise là-dedans. Et donc, j'ai commencé mes premières expériences. Et donc, maintenant, je suis responsable marketing digital dans une start-up qui œuvre en fait, pour améliorer le quotidien des salariés. Donc, en fait, on aide à trouver des réponses aux problèmes. On a vu en début quelque chose. On a vu la présentation. C'est pour ça. OK. Pas de souci. Et du coup, donc moi, là, je fais vraiment beaucoup au niveau du site vitrine, tout ce qui est le développement du site vitrine. Donc, on était vraiment sur une approche qui était très, très technique. Et donc, je me suis formée aussi en ligne parce que du coup, j'avais peur de pas réussir, de pas m'en sortir. Et voilà, je m'épanouis énormément. Et je pense que vraiment, c'est une valeur ajoutée pour les femmes d'être présentes dans ces milieux-là parce qu'on peut apporter énormément. Merci Mélanie, l'heure tourne, on va essayer de continuer, mais surtout, alors il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, si vous pouvez être sûr d'avoir tout coupé votre micro, c'est top. Je me tourne vers Florence. Il y a une question d'ordre sociétal majeur. D'habitude, c'est moi qui pose les questions, c'est la prof qui pose les questions. D'habitude, c'est la curiosité, moi, qui me fait poser des questions. Mais j'aimerais qu'on comprenne avec vous comment il est important pour le monde de demain, pour nos filles, pour les filles en général, les femmes en particulier, que les femmes soient présentes dans l'IA, dans l'intelligence artificielle qui aujourd'hui va tout simplement inonder notre quotidien. On va noter quelques éléments. Je ne veux pas donner tout de suite la réponse. On va noter quelques éléments. Quand je suis chef d'entreprise ou dans une institution publique, je dois absolument embaucher 6% de RQTH. Quand je suis sur la plateforme Parcoursup, je dois recruter 10% de boursiers, c'est-à-dire que les boursiers remontent automatiquement. Et quand on demande à ce que 52% de l'humanité soit représentée à part égale avec le reste, on me dit « Ah non, mais vous n'êtes pas une minorité ». Étonnant. Un deuxième constat. Le problème dont on parle, c'est un problème occidental. Parce que vous voyez, Manel, avec sa double culture, elle voit les choses de manière très positive. Elle a trouvé que l'informatique, c'était cool. Parce que Manel, en fait, elle est artiste peintre. Dans la vraie vie, dans son atelier, elle est artiste peintre. Donc, elle dit, mais c'était bien, je ne me suis pas posé de questions. Et c'est une réalité que ce problème de l'absence des femmes dans le numérique, c'est un problème occidental. C'est pourquoi il y a des raisons qui font que, alors quand j'avais encore l'occasion, avant le Covid, de voyager, d'aller faire des cours en Malaisie ou en Inde, j'avais autant d'étudiantes que d'étudiants, peut-être plus, pour ces raisons de commodité, etc. Bon. Pour rappeler juste que l'égalité femmes-hommes et le droit à l'éducation, c'est un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, c'est quelque chose on parle tous de crise climatique, de soutenabilité, mais dans la soutenabilité, on voit que le climat, mais il y a aussi la présence des femmes. Donc, vous voyez, c'est plein de vecteurs et de pistes sur lesquels on devrait s'appuyer. Pour répondre à la question de Christine, effectivement, on est de plus en plus dans le domaine donc, académique, scientifique, on est de plus en plus nombreuses à s'inquiéter, à alerter sur le fait qu'avec les nouvelles techniques de codage, d'utilisation des grandes masses d'informations, etc., le fait qu'une population, une minorité, une entité ne soit pas représentée dans les grandes masses de données qui servent à ces moteurs d'intelligence artificielle à faire de l'apprentissage fait que ces minorités, etc., disparaissent. Un deuxième problème, c'est aussi que peut-être on se rend compte qu'il y a un mode de représentation du raisonnement
c'est-à-dire l'algorithme lui-même qui serait genré, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une manière de représenter les choses. Virginie s'est déconnectée, mais elle pourrait témoigner que dans beaucoup de laboratoires, les essais humains n'étaient pas réalisés sur des populations mixtes, équitables, etc. Donc, ce qu'on fait pour un sondage politique, où on prend des catégories de population, de CSP, etc., on ne l'appliquait pas sur ce genre d'échantillonnage. Donc, effectivement, il y a un grand risque d'invisibilisation à un moment donné qui est lié à ce développement du numérique sur des activités de tous les jours, dans des diagnostics médicaux. Il y a eu un scandale chez Amazon avec les recrutements et le fait que les CV féminins n'apparaissaient pas. C'est un problème français parce que l'anglais genre moins fortement les choses que le français. C'est vraiment un problème français. Donc, les CV ne sortaient pas parce qu'on voulait un directeur, on ne voulait pas une directrice. Ce n'était même pas volontaire, quoi. Il a fallu vraiment… Bon, je vous passe les détails sur le fait que selon sa couleur de peau, sa race, etc., on n'est pas représenté. Voilà. Donc, effectivement, une grosse alarme. Une grosse alarme. Et l'obligation de s'emparer de ces problèmes qui sont des problèmes citoyens et pas du tout des problèmes techniques ou scientifiques. Ce sont des problèmes de tous les jours. Donc, la soutenabilité, c'est quelque chose dont on s'inquiète tous les jours. Mais l'égalité, il faut que ce soit pareil. Il faut que dans chaque tâche, tous les jours, on se demande si effectivement on a fait les choses de manière équitable par rapport au genre, à la représentation, etc. Merci beaucoup, Florence. Le mot de la fin avec vous, Nadia. Donc, en gros, il faut répandre la bonne parole, il faut faire ça, mais devant un parterre de plein de garçons. Aussi, mais en rebond à ce que vient de dire Florence aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les assistants vocaux, Alexa, etc., on leur donne souvent, quand c'est des robots et de la voice command pour des assistants, on leur donne souvent des figures féminines ou des voix féminines. Et d'ailleurs, la voix par défaut dans les pays anglo-saxons pour Siri, qui est la voice command de chez Apple, c'était une voix féminine. Et il y a eu un engagement récent d'Apple au titre de la RSE de faire en sorte que par défaut, ce n'est plus la voix féminine, mais il faut choisir entre voix féminine et voix masculine. C'est une toute petite victoire. Mais c'est aussi l'illustration de ce que disait Florence, c'est-à-dire que comme ils avaient testé au tout début des voice commands, c'était que des hommes qui avaient fait les tests et les programmations. Et tout d'un coup, en fait, ça ne répondait pas aux voix féminines. En fait, ils avaient testé plein d'accents, ils avaient testé plein de rapidité, de phrasé. Ils avaient juste oublié de tester une voix féminine. Du coup, ça ne marchait pas. Et du coup, ça pose même un problème au marché. Et quand le marché est atteint, comme on est sur un modèle d'économie de marché, il y a une incitation à changer les choses. Et donc, je crois que moi, c'est un ensemble de facteurs qui vont changer les choses. Le fait qu'on change dans les entreprises, le fait qu'on pousse dans les établissements, le fait qu'on mette en place des indicateurs qui nous disent clairement que ce que vous aviez perçu dans vos propres formations, et moi, je m'en réjouis pour toutes les deux. Mais en réalité, les indicateurs démontrent que ce n'est pas tout à fait l'évolution et les segments, et que donc, il y a encore des efforts à faire et qu'on ne pourra pas dire que ça sera une évolution qui se fait naturellement. Donc, il faut des indicateurs, il faut évaluer nos politiques publiques, il faut mettre des quotas, je suis désolée de le redire. Il faut faire en sorte qu'il y ait des hommes et des femmes qui travaillent ces sujets-là. Il faut commencer très, très tôt de le faire, sans se dire qu'on met dans la tête de nos enfants des choses bizarres. Non, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ne se comportent pas de la même manière s'ils ont envie de se comporter de la même manière et qu'ils soient finalement des êtres libres. Tout le monde souhaite ça à ses enfants, qu'ils aient la liberté de choisir. Ensuite, qu'ils aient envie de travailler, c'est autre chose, mais qu'ils aient la liberté de choisir. Donc, c'est tout ça. Et puis vous me l'avez soufflé, vous avez raison. Vous disiez, puis il faut peut-être dire aussi que ce n'est pas que le code. C'est vrai, l'informatique. Mais vous le direz mieux que moi et c'est vous qui aurez le mot de la fin. Et puis, je reviendrai juste pour le lauréat, peut-être. Oui, l'informatique, ce n'est pas que du codage. Non, moi, je n'ai jamais codé le week-end ou le soir en dehors des projets que j'avais à faire à l'école, quoi. En fait, je pense que même moi, j'avais une vision peut-être de ce métier, même en étant à l'école. Je pense que j'avais perdu de vue concrètement qu'est-ce que ce métier, enfin, moi, qu'est-ce que être architecte en cybersécurité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas coder. Depuis 1 an, je n'ai jamais codé une application. C'est faire de l'avant-vente, c'est rencontrer des clients. Je me tourne vers vous parce que je sais que vous voyez ça aussi à l'école, mais tous les jours, je travaille avec des ingénieurs d'affaires. On m'amène un rendez-vous, je suis là pour apporter
une expertise technique, certes, mais on échange sur des problématiques qui sont concrètes. C'est des hôpitaux, c'est des collectivités, c'est des coopératives, c'est des écoles, c'est des instances gouvernementales. C'est des métiers qui sont complètement différents et quand on est curieux, curieuse, je pense que c'est passionnant de s'adapter à chaque fois à des contextes qui n'ont rien à voir et vous en apprenez beaucoup. Et le métier se décline. Vous avez de l'avant-vente. En septembre, j'aurai la tutelle d'une personne, une juriste qui est en reconversion professionnelle et qui va apporter tout un aspect aussi réglementaire parce que l'informatique, il y a des lois, il y a des réglementations à respecter tous les jours quand on vous demande les cookies sur les sites Internet. C'est le RGPD, donc le règlement pour la protection des données, c'est de la cybersécurité. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment, vulgariser les métiers. Je donne des exemples. Évidemment, je ne peux pas parler de tout ce que je fais au quotidien, mais je pense que c'est important. Et le parcours de chacune le montre aussi. On n'est pas là derrière notre ordinateur à coder. On ne fait pas que ça. Il y a des personnes qui font des logiciels. Il y a des personnes qui vont contrôler la sécurité des logiciels. Il y a des personnes qui vont rencontrer que des clients, des personnes qui vont voir que des aspects juridiques. Et je pense que c'est ça qui fait ces métiers intéressants, ces métiers ouverts à tous, des reconversions, que ça soit, on peut nous prendre au berceau, donc dans les écoles et nous former, mais c'est des métiers qui sont ouverts à tout le monde et tout le monde a une expertise à apporter. Et je pense que je voulais vraiment vous partager ça. Juste un dernier mot. Donc je valide tout ce que vous avez dit. Je veux juste dire une dernière chose. On a tendance, les femmes, à vouloir être parfaites et avoir le 100%. Si il y a une liste de 10 choses que l'on nous demande, on va vouloir avoir les 10 choses. Et on ne va pas se sentir légitime tant qu'on n'a pas les 10 choses. Arrêtez. On y va. On en a 5, on en a 6. Ce n'est pas grave. On y va. Et avoir ce courage de dire ouais, je ne sais pas si je suis complètement prête, mais ça ne fait rien, on y va. Parce que sinon, on veut toujours être 100% de la liste. Je n'y vais pas tant que je n'ai pas 100%. Non, on y va. Voilà, on va refermer là. Merci infiniment. Je me tourne vers l'écran. Merci Peggy Vicomte d'avoir été avec nous. Virginie Dominguez qui est partie également. Fanny, merci infiniment pour ce témoignage. Isabelle également, merci à vous. Manel aussi avec ce témoignage très cool, mais vraiment positif. Et Charlotte aussi, merci à toutes. On va garder Nadia. Je vais me tourner vers les étudiantes. Je demande à Nicole de nous rejoindre parce qu'on va remettre maintenant le prix. Et on a le prix coup de cœur du Centre optimiste international à Toulouse, le prix du public. Oui, c'est ça. Donc, vous avez, j'espère, toutes et tous voté en ligne avec le QR code. Et on va savoir maintenant quelle est l'heureuse gagnante. Donc, nous avons une enveloppe qui va nous dire que… Donc, l'heureuse gagnante est Isabelle Gendre avec le temps d'un voyage. Alors, on va demander à Isabelle pour les personnes. Alors, on rappelle ce que c'est. Elle va nous expliquer. Bravo, Isabelle. Venez. Soyez pas timide. Félicitations. Je crois que… Bravo. Félicitations. Il y a un prix qui est remis. Nicole. Oui. Donc, c'est le Club Sœurs Optimistes de Toulouse qui a donc organisé cet événement, qui a permis de vous connaître, de vous rencontrer. Le hasard fait bien les choses. Enfin, moi, je vous ai découverte dans un journal, un complément de la Dépêche du Midi qu'une d'entre nous avait fait passer. Et je me suis abonnée sur LinkedIn où je n'étais pas. Et là, j'ai pu vous rencontrer, j'ai pu discuter avec vous. Et je suis très heureuse parce que vraiment, votre présentation d'abord était très touchante. Moi, elle m'a beaucoup touchée. Et je trouve que ce que vous faites est formidable. Alors, évidemment, moi, je viens du milieu de la santé puisque j'ai été en médecine. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que, bon, j'ai eu un coup de cœur, c'est vrai. Mais enfin, ce n'est pas moi qui ai voté seule, puisque tout le monde a pu voter. Et je suis très heureuse de vous remettre ce prix. Alors, je n'ai pas de chèque concret ici parce que souvent, c'est des virements. Enfin, nous allons régler ça
après entre nous. En tout cas, c'est 1 000 € que vous allez recevoir grâce aux actions que fait le club pour trouver de l'argent, grâce aux sponsors, petits sponsors, mais enfin, nous commençons à en avoir. Donc, voilà, on va rester en contact et je vous ferai certainement un virement de cette somme. Bravo à vous. Merci. Nadia, un petit mot sur ce casque à réalité virtuelle qui permet aux personnes âgées, c'est vrai qu'on est touché par ça. Un petit mot, Nadia. Moi, d'abord, félicitations. Je suis extrêmement heureuse que vous ayez eu ce prix. Ensuite, vous dire que sur les personnes âgées, récemment, on a eu des actualités terribles. Je crois que dans une société où on doit prendre soin et où on va être tous jeunes depuis un peu plus longtemps que les autres, à un moment donné, c'est important qu'il y ait des produits, des choses qui sont destinées à faire rimer la tech et l'innovation technologique avec le progrès. La réalité, c'est que la techno pour la techno n'a aucun intérêt. Et lorsque vous faites l'alliance de la techno et du progrès et qui remet l'humain au centre du jeu, ben c'est beau, c'est grand. Et je trouve que c'est la démonstration que la technologie et le tech care a du sens. Et bravo à vous, vraiment, bravo. Un petit mot. Et merci beaucoup, je ne m'attendais pas, je me sens toute petite en fait après toutes les personnes qu'on a vues. Moi, petite animatrice d'un EHPAD, on s'est lancé en fait en février 2020. On s'est auto-formé et j'ai la chance d'avoir mon mari qui est sur la partie film et création de films parce que ce qui nous importait, c'était d'avoir l'intégralité des choses à créer en interne. Donc nous, pour le coup, on est sur une parité, 50-50. Et je ne me suis jamais posé la question, pour être sincère, sur la place de la femme, déjà en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que numérique. Et c'est vrai que lorsque j'ai reçu votre message, ça m'a interrogée. Et ce soir encore un peu plus, parce qu'on ne se rend pas forcément compte, lorsqu'on a la tête dans le guidon, que ce qu'on est en train de faire, finalement, ça fait un peu évoluer en fait, les mentalités. Donc, je suis ravie en fait, de pouvoir faire évoluer déjà au sein des EHPAD cet accompagnement, parce que je pense qu'il est important aujourd'hui. Et à la fois de faire évoluer la place des femmes en fait, dans le numérique, même si au final, il n'y a pas forcément besoin de formation, il y a juste besoin de curiosité, comme certains l'ont dit, d'envie et de se dire peut-être qu'on va mettre le numérique au service des autres. Merci infiniment. Et en tous les cas, félicitations. Bravo. C'est comme ça que se referme cette session du Sort Optimiste ici à Toulouse, à TBS, avec ce très beau prix. Bravo. Oui, vous pouvez ouvrir les micros et féliciter notre lauréate. Bravo. Et on a toujours rêvé que la télévision nous fasse sentir les odeurs pendant les reportages. Donc, ça peut aller beaucoup plus loin qu'à l'EHPAD. Bravo. Voilà, je crois que tout le monde est unanime sur ce prix. En tous les cas, félicitations. Moi, j'étais ravie de passer cette grosse heure et demie avec vous, de parler du numérique. C'est formidable. Merci Nadia Pelfig, merci Nicole, merci à TBS. Je remercie infiniment les étudiantes qui ont organisé tout ça, avec Brigitte qui est quelque part par là. Voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Est-ce qu'il y a un petit apéro, un truc de prévu après ou pas? Un petit jus d'orange? Il y aura un petit pot de l'amitié qui va être prévu. Je ne sais pas trop où les étudiantes l'ont prévu. Voilà, moi, je voudrais remercier toutes les soropes, là, très, très nombreuses, qui étaient là avec nous pendant cette séance, parce que j'ai regardé vos noms et vos origines. La France entière est représentée du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est formidable, formidable. Et vraiment, personnellement, j'ai trouvé très intéressant toutes les interventions. Ce n'est pas mon domaine, mais j'ai appris beaucoup et j'espère que ça en sera de même pour vous toutes. Bravo, merci. Merci la technologie. Avec les filles, on voulait donc faire des remerciements. Tout d'abord, on voulait remercier donc toutes les candidates et toutes les intervenantes donc d'avoir déjà répondu présent et de nous avoir témoigné de leur expérience très inspirante. Ensuite, on voulait remercier tous les membres de Sort Optimiste de nous avoir accompagnés pour organiser cet événement. Merci à tous aussi d'être venus aujourd'hui assister à cette conférence. Et
Et voilà. Et merci à vous encore une fois. Merci à toutes et à tous. Très bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup. Christine, bien sûr. Christine.